L'histoire commence par un pacte scellé, non pas avec de l'encre, mais avec le sang invisible d'une adolescente arrachée à son enfance. Avril 1559, la France et l'Espagne, deux empires épuisés après des décennies de guerre, décident de signer la paix à Cateau Cambrésis. La signature du traité devait être un soulagement pour les peuples exténués, mais en réalité, elle signifia la condamnation d'une enfant d'à peine 13 ans, d'Arham, Élisabeth de Valois. Dans les salles dorées, la paix était célébrée. Dans les recoins les plus sombres de son cœur, Élisabeth sentait qu'elle venait de mourir. Le document stipulait des alliances, des limites et des cessions territoriales, mais ce qui lui donnait un poids symbolique était le sacrifice humain qui devait l'accompagner. L'Église bénit la décision, les courtisans applaudirent, les ambassadeurs se félicitèrent avec des sourires calculés. La pièce choisie pour sceller la réconciliation fut Élisabeth, fille du roi Henri II de France, une enfant qui avait à peine quitté ses poupées et rougissait encore à l'évocation des mariages. Son destin était de devenir l'épouse du roi Philippe II d'Espagne, un homme de 32 ans, 2 fois veuf, obsédé par la discipline et marqué par des maladies qui rongeaient lentement son corps. Il n'y eut ni consultation ni choix. Le corps d'Élisabeth fut traité comme une monnaie diplomatique, un pont entre deux puissances qui s'étaient manchement déchirées pendant des générations. Les conseillers de la cour française parlaient d'un moment de grande gloire et de honneur en la livrant. En réalité, ce qui était scellé était une transaction froide, la jeunesse d'une enfant en échange de la stabilité de 2 couronnes. Quelle valeur peut avoir l'innocence lorsqu'elle était placée dans la balance du pouvoir ? À cette époque, aucune. Henri Pourtard lui-même hésita un instant. Il savait que Philippe II avait la réputation d'être sévère et cruel. Il connaissait ses fièvres, son caractère sombre, sa fixation sur l'orthodoxie religieuse. Mais la paix avec l'Espagne valait plus que les larmes de sa fille. Elle valait plus que ses rêves futurs, plus que son âme. Telle est la logique implacable de la diplomatie. Sacrifier l'intime pour maintenir le collectif. L'histoire est pleine de victimes de cette logique, et ce furent presque toujours des femmes. Élisabeth ne fut ni la première, ni la dernière. Imaginons la scène. Un salon éclairé par des chandeliers, des ambassadeurs espagnols et français debout, la cour expectante. Un scribe lit les clauses du traité, et quand vient le tour d'annoncer le mariage, tous applaudissent, tous sauf l'enfant promise. Élisabeth baisse les yeux, sent le froid du sol sous ses pieds et comprend qu'elle ne s'appartient plus. À partir de ce jour, elle cessa d'être fille de France pour devenir la propriété politique de l'Espagne. Mais derrière les discours solennels se cachait un climat de ruine. La France était dévastée, ses caisses vides après des guerres interminables contre les Habsbourg. L'Espagne, bien que victorieuse sur le papier, souffrait également. La dette augmentait, les soldats étaient épuisés, la peste rôdait. Dans ce contexte, un mariage royal n'était pas tant un conte de fées, c'était une manœuvre de survie. Élisabeth fut le prix à payer pour un répit économique et militaire. Et comme tout prix, il fut mesuré en silence, sans demander si la monnaie voulait être livrée. L'enfant de 13 ans commença à se transformer en symbole, et le symbole effaça la personne. Les chroniques décrivent dans des robes brodées, des banquets et des festivités. Personne ne parlait de l'adolescente qui pleurait dans sa chambre, entourée de poupées, qu'elle ne pouvait plus toucher car la cour les retirait une à une pour la préparer comme reine. Les tuteurs lui enseignaient à sourire sans montrer les dents, à baisser les yeux avec modestie, à parler avec des phrases répétées. Tout était entraînement pour le rôle qu'on lui imposait, comme si elle était un acteur condamné à représenter un scénario écrit par d'autres. Élisabeth comprit très vite que ses désirs n'avaient pas d'importance. Peu importait si elle était amoureuse de quelqu'un en France, peu importait si elle voulait étudier, prier ou simplement rester une enfant. Dès l'instant où son nom fut prononcé dans la salle du traité, son corps cessa de lui appartenir. Il fut réduit à un utérus promis, à un instrument pour la politique internationale. Cette réduction brutale explique pourquoi, malgré son titre de future reine, Élisabeth n'eut jamais de pouvoir réel. Elle était un objet d'échange, un trophée enveloppé de soie. Le plus perturbant est la façon dont le système transforma ce sacrifice en spectacle. La cérémonie fut racontée comme un triomphe de la diplomatie. Les chroniqueurs enregistrèrent chaque geste, chaque mot. Mais aucun chroniqueur ne nota le tremblement dans les mains de l'enfant, ni les pleurs étouffés la veille au soir, ni la pâleur avec laquelle elle écouta l'annonce de son destin.
L'histoire officielle préféra montrer la grandeur des rois et cacher la fragilité de la victime. Si nous pensons au présent, à quel point avons-nous changé ? Aujourd'hui, on ne signe plus de traités offrant des princesses adolescentes en garantie, mais nous continuons de voir comment des corps jeunes sont utilisés comme monnaie dans les industries, dans les guerres non déclarées, dans les silences imposés. Le pouvoir trouve toujours des moyens de dévorer l'innocence. L'histoire d'Élisabeth n'est pas un épisode isolé. C'est un miroir déformé de notre propre société. Tel est la paradoxe que nous devons retenir de cette première partie. Pour sceller la paix, 2 royaumes décidèrent de sacrifier la seule personne qui n'avait jamais choisi la guerre. Élisabeth de Valois entra dans l'histoire, non pas pour ce qu'elle fit, mais pour ce qu'on lui fit. Sa tragédie commence ici, sous la lumière trompeuse d'un traité célébré comme une gloire, mais qui pour elle fut la condamnation à une vie d'ombre. La nouvelle du mariage n'avait pas encore refroidi que survint la première humiliation publique qui marquerait à jamais la mémoire d'Élisabeth. Avant de partir pour Madrid, la cour française devait offrir des preuves tangibles que la jeune princesse était pure et, par conséquent, apte pour le lit d'un roi. Ce qui fut présenté comme une simple formalité médicale fut en réalité un rituel de dépouillement. Une cérémonie macabre où l'intimité d'une enfant de 14 ans devint un spectacle diplomatique. La salle était préparée avec une froideur chirurgicale. Médecins royaux, clercs en robe noire et représentants espagnols attendaient avec des visages impénétrables. Élisabeth, tremblante, y fut conduite par des dames de compagnie qui ne pouvaient lever les yeux. On lui ordonna de se dévêtir, les couches de soie brodées qui cachaient sa sa fragilité enfantine. En quelques secondes, la princesse, qui avait été dépeinte comme le joyau de la dynastie des Valois, fut réduite à un corps nu face à des regards sans compassion ni pudeur. Les mains des médecins explorèrent sans tendresse, cherchant à confirmer la présence d'une membrane qui, dans la mentalité de l'époque, définissait l'honneur d'un royaume entier. Le silence était insupportable. On n'entendait pas de paroles de consolation, seulement des respirations contenues et le son de plumes écrivant des notes sur des parchemins. Élisabeth ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, mais elle saisissait la honte qui l'envahissait, l'ardeur des larmes qu'elle ne pouvait retenir. À cet instant, elle cessa d'être une enfant et ne devint pas non plus une femme. Elle se transforma en un objet examiné, classifié, scellé avec l'approbation d'autorités qui la voyaient comme une marchandise politique. Ce spectacle grotesque n'était pas fortuit. Il faisait partie d'une longue tradition dans les monarchies européennes, contrôler et surveiller la fertilité des femmes destinées au trône. La virginité n'était pas un attribut intime, c'était un document public, un certificat d'authenticité qui garantissait que les futurs héritiers seraient légitimes. En d'autres termes, le corps féminin était une frontière de plus, comme celle que l'on négociait sur les cartes, sauf que cette frontière devait être surveillée avec plus de sévérité que n'importe quelle muraille. Du point de vue actuel, il est effrayant de reconnaître à quel point la politique se nourrissait de la biologie féminine. Élisabeth fut victime de ce que nous appellerions aujourd'hui la biopolitique, le pouvoir qui pénètre jusque dans la chair, dans les organes, dans les cycles de sang, et les transforme en instruments de l'État. Michel Foucault écrirait des siècles plus tard comment les corps se transforment en champ de bataille de l'autorité. Élisabeth le vécut en chair et en os lorsqu'elle sentit des doigts étrangers dicter son avenir. Lorsque la vérification fut terminée, personne ne lui parla. Aucune voix ne lui dit qu'elle était en sécurité, que tout était fini. On la couvrit simplement d'un lourd manteau et on la ramena à ses appartements. La porte se referma derrière elle et le silence redevint sa seule compagnie. Ce silence était plus brutal que n'importe quel mot. Il confirmait que ce qui s'était passé ne méritait ni explication ni compassion. Elle avait rempli son rôle et il n'y avait plus rien à dire. Mais en elle, quelque chose se brisa. La honte publique laissa des cicatrices invisibles qu'aucune couronne ni titre ne pouvait effacer. Élisabeth comprit que son corps ne lui appartiendrait jamais. Il avait été inspecté, jugé et approuvé pour la consommation d'un autre. Son intimité avait été transformée en un acte diplomatique, son innocence en garantie de paix. Ce fut la première mort d'Élisabeth, la mort de l'enfant qui jouait encore avec des poupées et qui, du jour au lendemain, fut traité comme un ventre avec des devoirs dynastiques. Si nous tournons notre regard vers notre temps, avons-nous vraiment laissé derrière nous ces rituels ?
Il n'existe peut-être plus de vérification de virginité dans les palais, mais nous continuons de voir comment la société impose des épreuves, des jugements et des regards sur les corps des jeunes femmes. L'examen médical d'Élisabeth est un écho lointain de pratiques actuelles qui réduisent encore la dignité féminine à des certificats, des statistiques et des attentes extérieures. La différence est qu'au XVIe siècle, ce contrôle était effectué sans masque, en plein jour dans les salons du palais. Ce jour-là, Élisabeth perdit quelque chose de plus que l'innocence. Elle perdit aussi la confiance qu'un adulte la protégerait. Ni son père, ni les médecins, ni les prêtres ne parlèrent d'un pour elle. Tous se turent. Tous acceptèrent que cette humiliation était nécessaire pour maintenir la paix. C'est peut-être la leçon la plus perturbante. Lorsqu'un système de pouvoir a besoin de sacrifier quelqu'un, le silence de ceux qui regardent est aussi létal que les ordres de ceux qui commandent. Cette nuit-là, enfermée dans sa chambre, Élisabeth se couvrit le visage de ses mains et pleura en solitude. Elle ne pleurait pas seulement de honte, mais par la certitude que ce n'était que le début. Ce qui l'attendait en Espagne serait encore plus sombre, plus douloureux, plus dégradant. La vérification de virginité ne fut pas un fait isolé, ce fut le prologue du calvaire. Un avertissement qu'à partir de ce jour, sa vie serait une succession d'inspections, de rituels et de sacrifices. Et elle n'avait pas d'échappatoire. Le jour du départ arriva avec un air de funérailles déguisées en célébration. Élisabeth de Valois, à peine une adolescente, monta dans la suite qui la conduirait de Paris à la frontière espagnole. Les rues se remplirent de curieux, les étendards flottaient, les nobles saluaient avec des sourires solennels. Pour eux, c'était un spectacle de grandeur diplomatique. Pour Élisabeth, c'était le cortège funèbre de sa propre enfance. Chaque kilomètre parcouru l'éloignait non seulement de sa terre natale, mais aussi de l'enfant qu'elle avait été. La préparation avait été méticuleuse. Pendant des semaines, des couturières avaient brodé brodé des robes luxueuses qu'elle aurait à peine le temps de porter. Ces dames de compagnie avaient été remplacées par des instructrices rigides qui corrigeaient en chacun de ses gestes. Elle devait apprendre à s'incliner avec précision, à marcher comme si elle flottait, à garder le visage imperturbable, même lorsque les larmes brûlèrent à l'intérieur. Sa chambre en France fut redécorée de tapisseries solennelles, effaçant toute trace de poupée ou de rire. Tout rappel de son enfance disparaissait délibérément, comme si l'on voulait effacer la preuve qu'elle était livrée trop tôt. Lorsque la caravane avança au milieu des acclamations de la foule, Élisabeth ne regarda pas par la fenêtre. Elle savait que chaque visage qui l'acclamait célébrait aussi sa condamnation. En elle, une voix lui répétait que plus elle s'éloignait de la France, plus elle mourait à l'intérieur. Cette sensation n'était pas seulement poétique, c'était la conscience brutale qu'elle ne déciderait plus jamais de sa vie. La cour française l'avait transformée en sacrifice. Elle devait maintenant franchir la frontière pour l'incarner. Le voyage ne fut pas un conte de fées. Les routes étaient emboueuses, les auberges humides, le froid coupait la peau. Mais le plus insupportable n'étaient pas les désagréments matériels, mais le poids de l'attente. Chaque regard des accompagnateurs était un rappel qu'elle devait arriver, intacte, souriante, prête à remplir son devoir. L'enfant se transforma en une statue de porcelaine en mouvement, fragile à l'intérieur, décorée à l'extérieur. C'était comme si tout le voyage était une répétition pour la grande représentation qui l'attendait à Madrid, se coucher dans le lit du roi. La frontière marqua un avant et un après. Les envoyés espagnols attendaient avec une rigidité militaire. L'air sentait l'encens et la pierre humide, un présage de ce qui viendrait à l'Alcazar. Là, Élisabeth fut officiellement livrée comme si elle était un paquet diplomatique. Le protocole incluait l'échange de princesses, un rituel froid où l'on effaçait les dernières traces de son identité française pour la vêtir déjà en reine d'Espagne. Elle fut dépouillée de ses robes parisiennes, de ses bijoux de famille, même de sa suite la plus intime. À sa place, de nouvelles dames de compagnie lui furent assignées. On lui parla dans une langue qu'elle comprenait à peine et on l'enveloppa de symboles étrangers. En quelques heures, son passé fut enseveli sous des couches de soie et d'étiquettes étrangères. L'entrée à Madrid ne fut pas triomphale mais suffocante. L'Alcazar, plus qu'un palais, ressemblait à un mausolée. Les hauts murs bloquaient là en la lumière, les couloirs résonnaient maintenant des échos de pas lointains, l'air était imprégné d'humidité et de parfums rances. Pour Élisabeth,
Ce n'était pas un foyer, c'était une cellule dorée. Là, elle commença à apprendre la véritable dimension de son nouveau rôle. Non pas une reine aimée, mais une pièce fonctionnelle au sein d'une sombre machinerie. Les règles survinrent comme une avalanche. Comment marcher, où s'arrêter, qui regarder, quand se taire. Elle ne pouvait écrire de lettres sans autorisation. Elle ne pouvait ouvrir de fenêtres sans permission. Elle ne pouvait faire un pas sans escorte. Tout était chronométré, tout surveillé. Le contrôle était si absolu que même sa respiration semblait appartenir à quelqu'un d'autre. La jeune femme, qui à peine quelques jours auparavant avait pleuré en secret dans sa chambre en France, devait maintenant sourire comme si rien ne lui faisait mal. Le contraste entre l'opulence visible et l'oppression invisible était brutal. Et au bout de ce tunnel de protocole, l'attendait un destin plus perturbant. Le lit du roi Philippe II, tandis que ma serdeur. Ce n'était pas un homme vigoureux ni un prince galant des contes qu'elle écoutait parfois dans son enfance. C'était un monarque malade, la peau marquée par des ulcères, le corps se putréfiant lentement tout en respirant encore. Les rumeurs sur sa santé et sa sévérité étaient parvenues à Élisabeth, mais rien ne pouvait la préparer au moment de se retrouver face à cette réalité. Elle comprenait, au plus profond d'elle-même, que chaque instruction reçue, chaque robe brodée, chaque répétition de protocole, tout conduisait au même endroit. Le lit d'un homme qui était plus tombe que amant. Le voyage était terminé, mais le vrai calvaire ne faisait que commencer. À Madrid, Élisabeth ne trouva pas une nouvelle vie. Elle trouva l'antichambre de son sacrifice. Le palais l'accueillit avec un lourd silence, et ce silence deviendrait la musique de fond des années les plus sombres de son existence. L'Alcazar de Madrid n'était pas un palais rempli de rires, mais un sépulcre habité par des ombres. À peine Élisabeth franchit-elle ses portes, elle comprit que ce qui l'attendait n'était pas un conte de fées, mais un enfermement perpétuel. Les murs de pierre, froids et humides, exhalaient une odeur aigre, mélange d'encens et de moisissure. Les couloirs étaient si silencieux que les pas résonnaient comme des échos d'une cathédrale vide. Tout dans cet espace transmettait la même sensation. La vie ici ne fleurissait pas, elle se consumait lentement. La cour espagnole était un théâtre de solennité rigide. Chaque mot devait être mesuré avant de sortir des lèvres. Chaque geste pouvait devenir une erreur fatale. L'air était chargé de méfiance et les yeux des conseillers, confesseurs et dames fonctionnaient comme un essaim de sentinelles invisibles. Pour une adolescente qui comprenait à peine la langue, chaque regard se transformait en un rappel cruel. Toute faiblesse pouvait être utilisée contre elle. Madrid était plus une prison qu'une capitale, plus un couvent qu'une cour. La rencontre avec Philippe II fut le véritable début de sa descente. Le roi avait 32 ans, mais il ressemblait à un vieillard flétri. Son visage était pâle, creusé par des cernes, marqué par la fatigue de nuits sans sommeil. Ses mains, déformées par la goutte, étaient enflées et maladroites, ses pas lents et douloureux, comme si chaque mouvement lui coûtait des années de vie. De son corps émanait une odeur pénétrante, mélange de sueur acide, de chair malade et de parfums trop forts qui parvenaient prendre à peine à masquer la putréfaction. Pour Élisabeth, ce fut comme faire face à un cadavre qui respirait encore. Le roi ne sourit pas, ne prononça pas de mots de tendresse, pas même un salut qui aurait soulagé la tension. Il ne fit que l'observer d'un regard froid, calculateur, comme quelqu'un qui examine un objet nouvellement acquis. La première impression d'Élisabeth fut celle d'un vide absolu. Elle n'épousait pas un homme, mais se livrait à une présence sombre, à une entité corrodée par la maladie et l'obsession. Là, à cet instant, elle comprit que son destin n'était pas de vivre auprès d'un époux, mais de survivre auprès d'un spectre. Mais la maladie physique n'était pas le plus terrifiant. Philippe II était dominé par une religiosité qui frôlait le macabre. Il passait des heures reclus avec ses confesseurs, se flagellant, jeûnant, priant jusqu'au délire. Il lisait personnellement les dénonciations d'hérésie, assistait en silence aux tortures et exécutions ordonnées par l'Inquisition, et retournait ensuite à ses appartements imprégnés de l'odeur de fumée et de chair brûlée. La cour le vénérait comme un roi pieux. Élisabeth le percevait comme un homme possédé par un fanatisme qui ne laissait aucune place à l'amour ni à la compassion. Le contraste était brutal. Pendant la journée, Philippe était le juge implacable de la foi. Pendant la nuit, il était l'époux malade qui exigeait la présence constante de sa jeune reine. Il ne permettait pas de gestes d'affection, mais ne tolérait pas non plus la distance. Élisabeth devait être toujours impeccablement vêtue, souriante bien qu'il fût couvert de pansements tachés de pus et de sang.
Son rôle n'était pas celui d'une épouse aimée, mais de spectatrice forcée d'un corps en décomposition. L'horreur ne résidait pas seulement dans le contact physique, mais dans l'obligation de simuler la normalité face à l'insupportable. Les serviteurs savaient tellement la vérité. Les couloirs sentaient les matières, les médicaments, les fluides, les matelas pourris qui devaient être brûlés périodiquement à cause de ce qu'ils absorbaient manquant du corps royal. Les femmes de chambre échangeaient bassement des regards silencieux chaque fois qu'elles changeaient les drapeaux trempés de sueur, de sang et de sécrétions. Tous comprenaient que le corps du roi était un champ de bataille perdu. Mais personne n'osait le dire à voix haute. Au cœur de l'empire le plus puissant d'Europe, la pourriture commençait dans le lit du monarque. Pour Élisabeth, vivre dans cet environnement fut comme respirer dans un sépulcre. L'opulence des tapisseries et des chandeliers ne pouvait cacher qu'elle était piégée dans une prison dorée. Ce qui la rongeait le plus n'était pas seulement le dégoût physique, mais la contradiction psychologique. Elle devait sourire auprès d'un homme dont la proximité la rendait malade. Elle devait prier auprès de lui bien qu'elle craignisse son fanatisme. Elle devait obéir bien que son corps et son âme suppliaient de fuir. Chaque jour était une chorégraphie de silence et de soumission. La cour le savait, mais feignait l'ignorance. L'appareil cérémonial couvrait la décadence de couches d'or, de musique solennelle et de processions religieuses. Sur les portraits officiels, Philippe apparaissait imposant, Élisabeth semblait une reine sereine. La réalité était différente. Derrière ces tableaux accrochés au mur, ce qu'il y avait était une adolescente terrifiée cohabitant avec la maladie faite chair. La couronne d'Espagne était, dans son expérience, un cercle de fer qui se refermait plus fort chaque jour. Dans ce scénario, Élisabeth commença à comprendre que la mort n'est pas toujours une fin, mais parfois un processus que l'on vit de son vivant. Son mari mourait peu à peu, mais la véritable agonie était la sienne, être condamné à en être témoin, à le partager, à le supporter, comme si c'était un devoir sacré. Et le plus dévastateur est que ce n'était que le début. La soi-disant nuit de noces ne fut pas un moment d'intimité, mais un spectacle ritualisé qui transformait la chambre en une scène politique. Élisabeth, à peine âgée de 14 ans, fut conduite vers les appartements nuptiaux d'un pas hésitant. Elle n'était pas seule. Une procession de nobles, de clercs et de médecins accompagnait chacun de ses mouvements, comme si la consommation du mariage était une affaire d'État. La petite reine fut dépouillée de ses vêtements par des mains étrangères, tandis que les présents récitaient des prières et dissimulaient des sourires morbides. La vie privée, ce droit minimum de tout être humain, lui fut arraché dès le premier instant. Philippe Stieu, assis sur le lit, ressemblait plus à un cadavre intronisé qu'à un époux. Sa peau moite exhalait une odeur douceâtre et acide, mélange de parfums rances et de chair malade. Lorsqu'Élisabeth fut déposée à ses côtés, le clerc cantonna des bénédictions solennelles. Certains courtisans évitaient de regarder, d'autres observaient avec un intérêt malsain, comme s'ils assistaient à une cérémonie de sacrifice. En réalité, c'en était une, le sacrifice d'une enfant transformée en offrande pour garantir la continuité de la monarchie. Lorsque les portes se refermèrent, enfin, et qu'ils furent seuls, le silence fut plus terrifiant que la présence des témoins. Philippe ne chercha ni dialogue ni tendresse. Chacun de ses gestes était chargé d'efforts physiques et d'un pouvoir implacable. Élisabeth resta immobile, regardant le plafond comme si son âme avait abandonné son corps pour survivre à l'inévitable. Cette première union ne fut pas un acte d'amour, mais la confirmation que son corps ne lui appartenait plus. C'était un territoire conquis, surveillé et exploité. Le lendemain matin n'apporta aucun soulagement, mais la deuxième partie du rituel. Les draps tachés de sang furent retirés et exhibés publiquement comme preuve de la virginité de la reine et de la puissance du roi. Le tissu ensanglanté devint un document politique, un certificat de succès. Personne ne demanda à Élisabeth ce qu'elle ressentait, personne ne remarqua ses yeux éteints, ni la nausée qui la consumait. L'important était que le symbole fût accompli. La France avait livré une princesse intacte, l'Espagne recevait une reine féconde. Le corps d'Élisabeth se réduisit à un document signé avec des fluides. Ce mécanisme révèle la logique perverse des monarchies. Le privé se transformait en spectacle pour garantir le pouvoir. La cérémonie du coucher était en essence un acte de contrôle social. Foucault, des siècles plus tard, parlerait de la surveillance et du châtiment des corps.
Ici, nous en voyons la version la plus crue. Le sexe, qui devrait être l'espace le plus intime, se transformait en théâtre public où chaque tâche servait de preuve, chaque douleur de témoignage. La monarchie avait besoin d'afficher que tout était sous contrôle, même ce qui se passait entre les draps. Pour Élisabeth, ce traumatisme initial s'ancra comme une blessure impossible à refermer. Elle commença à moins parler, à se déplacer comme une ombre, à se méfier même de son propre reflet. Les dames de compagnie racontaient dans ses prodennes qu'elle restait parfois des heures à regarder un mur sans répondre, comme si elle tentait de s'absenter de son propre corps. Cette dissociation n'était pas fortuite. C'était le seul mécanisme de défense d'une adolescente obligée de partager le lit avec un homme qui la terrorisait, sous le regard d'une cour qui célébrait sa douleur. Le pouvoir de Philippe II s'étendait au-delà de la chambre à coucher. Les médecins de la cour surveillaient avec précision le cycle menstruel d'Élisabeth, informant le roi des jours propices pour engendrer. Les relations n'avaient en rien de romantique ni de spontané. C'était des opérations programmées, des actes froids où la seule chose qui importait était la reproduction. Élisabeth devait obéir même lorsque son corps criait le contraire. Le mariage royal était un laboratoire de contrôle biopolitique avant même que le mot n'existe. Le plus perturbant est que tous feignaient pour la normalité. Les conseillers parlaient en roi de la joie de la nouvelle reine, les chroniqueurs enregistraient des sourires lors des cérémonies, les portraits montraient entre la sérénité. Mais derrière chaque coup de pinceau se cachait une vérité insupportable. La jeune reine vivait dans un enfer déguisé en honneur. Son lit était un autel de souffrance, son corps un territoire occupé, sa vie une chorégraphie de douleurs silencieuses. En se souvenant de cette première nuit, nous ne pouvons éviter la comparaison avec les contes de princesses, qui peuplent encore aujourd'hui la culture populaire. On nous parle de mariages magiques, d'amour prédestiné, de royaumes heureux. La réalité d'Élisabeth de Valois fut l'inverse. Une enfant transformée en offrande, un lit transformé en échafaud, un hymen transformé en document politique. Le mythe du mariage royal se révèle ici dans sa version la plus sombre et la plus brutale. Ce drap ensanglanté que les courtisans célébrèrent, tant fut, en vérité, l'acte de décès de l'innocence d'Élisabeth. À partir de ce moment, tout dans sa vie serait marqué par la même logique. Obéir, supporter, se taire, et le plus terrifiant est que le pire était encore à venir. Le corps d'Élisabeth de Valois devint rapidement un champ de bataille. La cour attendait d'elle l'impossible, concevoir un héritier mâle dans un environnement de peur, de maladie et de surveillance constante. À peine âgée de 15 ans, les médecins commencèrent à enregistrer chaque signe de son cycle menstruel, notant les dates avec la précision de comptable. Philippe II recevait des rapports détaillés et traitait sa jeune épouse comme s'il s'agissait d'une expérience biologique. Il n'y avait ni intimité ni désir, seulement obligation. La première grossesse survint au milieu de soupirs de soulagement collectif. La cour entière célébra, les conseillers commencèrent à planifier l'avenir du trône et Philippe visita plus fréquemment les appartements d'Élisabeth, non par tendresse, mais pour s'assurer que le projet progressait. Mais au 3e mois, tout s'effondra. Élisabeth perdit le bébé au milieu de saignements intenses et de fièvre. Personne ne la consola. Les couloirs se remplirent de chants de rumeurs et de silences inconfortables. La seule chose qui fut claire était qu'elle avait échoué. Une reine qui ne donnait pas d'enfant était vue comme un récipient brisé. La douleur physique se mêla à la dévastation émotionnelle. À peine eut-elle le temps de se rétablir qu'elle fut de nouveau pressée de concevoir. Les médecins insistaient sur la faiblesse de son sang. Les religieux chuchotaient que c'était un châtiment pour des péchés inconnus. Philippe l'observait avec une déception à peine contenue. Élisabeth, en saignant encore de la perte, fut obligée de reprendre la routine maritale. Ainsi commença un cycle de gestation et de perte qui détruirait son corps et son esprit en quelques années. En moins de 3 ans, elle subit 3 fausses couches spontanées. Chacune était traitée avec une froideur bureaucratique. Les médecins rédigeaient des rapports, les confesseurs recommandaient des pénitences, les courtisans murmuraient sur l'inutilité de la reine française. Personne ne la voyait comme une adolescente terrifiée, mais comme un ventre défectueux. La douleur psychologique était si profonde qu'elle commença à perdre littéralement la voix. Une rauque nerveuse l'empêchait de parler avec fluidité. Elle marchait courbée, ses yeux ne brillaient plus. L'enfant qui un jour jouait avec des poupées avait disparu. Finalement, à 18 ans, Élisabeth donna naissance à une fille.
la cour feignit l'enthousiasme, bien que ce qu'il désirait fût un garçon. Le bébé naquit faible et mourut au bout d'1 mois. Élisabeth ne put même pas assister aux funérailles. Des mois plus tard, une autre fille vint au monde, mais elle ne survécut pas non plus. Les pertes consécutives plongèrent Élisabeth dans un état de léthargie. Elle passait des heures à regarder le mur, absente, sans réagir aux conversations. Ces dames de compagnie racontaient qu'elle ne reprenait vie qu'en voyant des oiseaux par la fenêtre, et qu'un jour elle tenta de s'échapper en courant derrière l'un d'eux, comme si dans le vol de ses ailes se cachait la liberté qu'elle n'aurait jamais. Les médecins de l'époque, limités par une connaissance précaire de la gynécologie, recouraient aux saignées, aux régimes étranges et aux prières. Aucun ne comprenait que le corps d'Élisabeth ne défaillait pas par fragilité génétique, mais par épuisement. Grossesse forcée, alimentation inadéquate, stress extrême et un environnement de peur constante détruisaient ou déchançaient toute possibilité de gestation saine. Dans un contexte moderne, on parlerait de traumatisme post-traumatique, d'anxiété chronique, de dépression sévère. Mais au XVIe siècle, sa souffrance se réduisait à des statistiques de succès ou d'échecs reproductifs. Philippe II, obsédé par un héritier mâle, se montrait de plus en plus distant. Pendant des semaines, il n'apparaissait pas, puis il faisait irruption dans la nuit pour exiger le devoir conjugal. Élisabeth devint un instrument mécanique. La maternité, qui aurait dû être un espace de tendresse, se transforma en un cycle de peur et de désespoir. Chaque fois que son corps montrait des signes de grossesse, elle le vivait non comme une joie, mais comme une menace. Elle savait que si elle échouait à nouveau, elle porterait le blâme et que l'humiliation serait publique. L'utérus de la reine était traité comme un champ de bataille politique. Chaque contraction, chaque fièvre, chaque pleur était notée dans des journaux médicaux et dans des rapports au roi. L'intimité féminine disparut sous la loupe d'un système qui ne comprenait pas la douleur humaine, seulement la descendance. Élisabeth supportait tout en silence, mais en elle, la vie s'éteignait comme une bougie qui brûle trop vite. La pression de la cour, l'abandon du mari, l'indifférence de l'Église et l'incompétence de la médecine la poussaient vers un abîme d'où elle ne sortirait plus. Le plus déchirant est qu'Élisabeth était à peine une jeune femme qui n'avait jamais choisi d'être mère si tôt. Son adolescence avait été effacée pour la transformer en machine à reproduction. Dans ses lettres secrètes, cachées parmi ses vêtements et ses coussins, elle écrivait des phrases fragmentées qui révélaient en tête son désespoir. « Mon corps ne m'obéit pas, mon âme ne m'appartient plus ». C'étaient les cris muets d'une reine qui, au lieu d'être soignée, était sacrifiée au nom de la politique. L'histoire se souvient généralement des rois pour leurs conquêtes et des reines pour leurs enfants. Élisabeth de Valois, en revanche, resta piégée à la cruelle intersection des deux jugements. Une reine sans fils, un corps jugé comme un échec, un nom condamné à l'oubli. Et pourtant, au fond de cette douleur, sa tragédie devient témoignage. Elle montre comment la politique peut dévorer la chair des plus innocents. À 19 ans, Élisabeth de Valois n'était plus la princesse rieuse de France, mais une ombre qui marchait dans les couloirs de l'Alcazar. Sa vie était marquée par une surveillance constante. Les dames de compagnie étaient choisies tralées directement par Philippe Stasoli II, non pour la consoler, mais pour l'espionner. Chaque mot qu'elle prononçait était les noter, chaque geste interprété. Ses lettres à sa famille, quand elle est mise en France, étaient revues, censurées ou détruites. Certains jours, il lui était interdit de sortir de ses appartements sous prétexte de sécurité, bien qu'en réalité, ce fût une forme de contrôle. La stratégie du roi ne consistait pas en coups ni en cris. Philippe II appliquait un châtiment plus subtil et dévastateur, l'abandon calculé. Il passait des semaines sans apparaître, plongeant Élisabeth dans un silence étouffant. Et quand il revenait, il ne le faisait que pour réclamer le devoir conjugal, sans mot d'affection ni regard de tendresse. Ce cycle d'absence et d'exigence était un labyrinthe psychologique qui brisait lentement la jeune reine. Elle ne savait jamais quand elle serait ignorée ni quand elle serait contrainte, et cette incertitude la consumait plus que la douleur physique. Pour résister, Élisabeth trouva un refuge secret dans l'écriture. Elle commença à rédiger de petits billets, de courtes phrases, des confessions intimes qu'elle n'osait pas prononcer. Elle les cachait entre les plis de ses vêtements, sous le matelas à l'intérieur des coussins. C'était des cris silencieux, des tentatives d'affirmer son existence dans un monde qui la voulait silencieuse. Aucun de ces papiers n'était destiné à être envoyé.
Ils étaient plutôt une forme de respiration, la seule façon de ne pas étouffer dans la prison de son silence. En plus des lettres, elle trouva du réconfort dans un petit jardin caché entre deux murs du palais. Des citronniers et des jasmins y poussaient, et pendant quelques minutes chaque jour, elle pouvait sentir la fraîcheur de l'air et écouter le chant des oiseaux. C'était son coin de liberté, un espace où elle pouvait se souvenir de la vie qu'elle avait eue en France, où elle pouvait imaginer qu'il existait encore quelque chose à elle, un répit. Mais la cour ne tolérait pas d'échappatoire. Un jour, elle trouva la porte du jardin fermée à clé. Elle ne put plus jamais y entrer. Ce fut comme si on lui avait arraché le dernier vestige d'espoir. La perte de cet espace libre eut un effet dévastateur. Élisabeth commença à sombrer dans une profonde tristesse. Elle passait de longues heures immobiles, observant la fenêtre, cherchant des oiseaux qui apparaissaient dolinants et rarement. Ces dames racontaient qu'une fois, elle avait tenté de courir après l'un d'eux, comme si elle voulait s'envoler avec lui, mais elle fut immédiatement arrêtée. Cette scène reflétait crûment son désespoir. Une âme piégée dans un corps surveillé, désirant s'échapper, ne fût-ce qu'une seconde. La cour, cependant, continuait de feindre la normalité. Sur les portraits officiels, Élisabeth apparaissait élégante, majestueuse, le visage serein. Mais ceux qui la regardaient pas de près voyaient écran la vérité. Un corps courbé, un regard éteint, une jeune femme qui occupait à peine de l'espace. La dualité était insupportable, reine en public, prisonnière en privé. Ce contraste la rongeait jour après jour, transformant sa vie en une œuvre de théâtre macabre dont le scénario était écrit par d'autres. Dans une perspective moderne, ce qu'Élisabeth vécut peut être décrit comme un régime de contrôle totalitaire appliqué à une seule personne. Sa vie était réglementée dans les moindres détails, son intimité confisquée, sa liberté annulée. C'était le biopouvoir dans sa forme la plus brutale, l'État incarné dans la figure du roi, s'appropriant le corps et l'âme de la reine. Ses lettres cachées et sa recherche d'un jardin secret étaient des actes de résistance, de petits gestes qui confirmaient que, bien qu'on voulût la transformer en ombre, il restait encore une étincelle de vie en elle. Mais chaque étincelle a besoin d'oxygène pour brûler, et à l'Alcazar, l'air se faisait de plus en plus rare. Élisabeth comprenait que ses tentatives de liberté étaient inutiles. Les clés étaient entre des mains étrangères. Les lettres pouvaient être découvertes à tout moment. Les oiseaux qu'elle voyait par la fenêtre étaient un rappel cruel de ce qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Sa prison n'avait pas de barreaux visibles, mais elle était aussi solide que le fer. Elle était construite avec des protocoles, des silences et des prières. Dans ce contexte, la jeune reine commença à disparaître de l'intérieur. Sa voix déjà affaiblie par la rauque nerveuse s'éteignit presque complètement. Ses pas étaient de plus en plus lents, comme si elle traînait un poids invisible. Sa peau perdit sa couleur, ses yeux cessèrent de briller. La cour continuait de célébrer sa beauté en public, mais cette beauté était un mirage. Ce qui habitait réellement le corps d'Élisabeth était une tristesse qu'aucun portrait ne pouvait montrer. En 1568, alors qu'Élisabeth avait à peine 21 ans, la tragédie atteignit son paroxysme. À ce stade, son corps était épuisé. Elle souffrait de migraines constantes, ses jambes gonflaient fréquemment, et les médecins avertissaient encore que son utérus montrait des signes d'extrême fragilité. Mais dans la logique de la cour, la fatigue d'une ronde n'était pas une excuse, c'était une menace. La possibilité d'une nouvelle grossesse fut accueillie comme une bénédiction politique, une dernière tentative de produire l'héritier que Philippe II désirait désespérément. Personne n'écouta les supplications de repos. Le silence d'Élisabeth fut interprété comme de l'obéissance. Dès les premiers 6 mois de gestation, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Son corps réagissait par de la fièvre, des évanouissements et une fatigue qui la laissait sans force pour se lever. Dans des lettres brèves et entrecoupées, qu'elle réussit à envoyer en cachette, elle confia à une dame française qu'elle sentait que cet enfant serait sa fin. « Je ne prie plus pour lui, seulement pour la paix », écrivit-elle d'une main tremblante. C'était un temps des paroles prophétiques. La grossesse se transforma en un compte à rebours vers la mort. La cour, cependant, feignait l'optimisme. Les conseillers planifiaient des cérémonies, les médecins rédigeaient un rapport quotidien pour le roi, et Philippe, reclus dans ses prières, exigeait que rien n'interrompe l'apparence de contrôle. L'obsession du monarque l'aveuglait. Il préférait ignorer les risques médicaux pour maintenir l'illusion que l'avenir du trône était assuré. La pression était telle
que même l'air du palais semblait raréfié, chargé d'attentes impossibles. Le 3 octobre, les contractions commencèrent. Dès le début, ce fut un accouchement difficile. Le bébé était mal positionné, Élisabeth criait de douleur, mais les médecins hésitaient à intervenir. La médecine du XVIe siècle était incapable d'offrir un soulagement réel. Les pratiques habituelles incluaient des prières, des saignées et des remèdes superstitieux, plus proches du rituel que de la science. Pendant que la reine agonisait, le roi était absent, réfugié dans ses prières. Cette indifférence, déguisée en piété, révélait une cruauté encore plus profonde. L'incapacité de Philippe à reconnaître son épouse comme un être humain et non comme un instrument. Les heures se transformèrent en jours. Élisabeth supporta des contractions violentes, une forte fièvre et des hémorragies interminables. Le 4 octobre, à l'aube, elle perdit connaissance. Le bébé naquit mort. La jeune reine respira encore quelques heures, mais son corps ne réagissait plus. L'hémorragie était imparable, sa peau acquit une teinte cendrée et ses yeux restèrent fixés au plafond, comme s'il regardait déjà au-delà de la vie. Peu avant de mourir, les registres rapportent qu'elle murmura 3 mots en français, la seule langue dans laquelle elle rêvait encore. « Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. » Ce fut sa dernière confession, le résumé d'une existence réduite aux souffrances. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel cri. Élisabeth était morte non seulement à cet instant, mais bien avant. Chaque humiliation, chaque accouchement perdu, chaque nuit forcée avait été une mort vivante. Ce qui se termina en Pie 568 fut simplement la clôture inévitable d'une agonie prolongée. Elle avait 21 ans, mais elle semblait avoir vécu plusieurs vies de tourments. Son corps jeune fut consumé par un système qui ne la vit jamais comme une personne, seulement comme un outil. La réaction à la cour fut froide, presque bureaucratique. Les médecins enregistrèrent en préto la cause du décès, les conseillers organisèrent fois des funérailles étaient calculées, et Philippe II, selon les témoignages, resta immobile, sans larmes. Il n'y eut pas de véritable deuil, seulement une procédure politique. La reine avait rempli son rôle, servir de pont entre la France et l'Espagne, même si ce pont s'effondrait sur son propre corps. Le destin cruel d'Élisabeth fut scellé avec la même indifférence qu'avait été décrété son mariage des années auparavant. Dans une perspective contemporaine, sa mort révèle le degré de violence structurelle auquel étaient soumises les femmes de la royauté. Elles n'étaient pas des personnes, elles étaient vraiment des symboles. Leur vie se consumait en fonction de la diplomatie. Leurs ventres étaient traités comme des usines d'héritiers et leurs souffrances étaient effacées derrière des cérémonies solennelles. Élisabeth mourut en couche, mais en réalité, elle fut victime d'un système qui la dévora peu à peu, déguisant la barbarie en tradition. La jeune femme qui un jour regarda les oiseaux par la fenêtre en quête de liberté ne put jamais voler. Son dernier soupir fut un murmure de fatigue, un acte d'honnêteté au milieu d'un théâtre de mensonges. Et bien que la cour ait tenté de réduire sa mémoire au silence, ces 3 mots restèrent plantés d'un flottant, comme une épitaphe invisible, plus vraie que toute inscription sur marbre. « Je suis fatiguée ». Les funérailles d'Élisabeth de Valois furent aussi froides que sa vie avait été étouffante. Le corps de la jeune reine fut revêtu des robes les plus lourdes et solennelles de la royauté, comme si l'on voulait couvrir d'or et de velours la fragilité qui l'avait accompagnée depuis l'enfance. La procession fut brève, calculée, plus un protocole politique qu'un acte de deuil. La cour décréta un deuil officiel, non par compassion, mais par convenance diplomatique. Philippe II le resta immobile pendant la cérémonie. Il ne pleura pas, ne s'agenouilla pas, ne toucha pas le cercueil. Pour lui, l'affaire était réglée. Élisabeth était morte et il était temps de chercher une autre épouse. Le cercueil fut transporté au monastère de l'Escorial, le grand mausolée royal que Philippe faisait construire comme symbole de pouvoir et de foi. Elle fut enterrée là, aux côtés d'autres membres de la dynastie, dans un espace qui réduisait les vies à des noms et des dates. Sur la pierre tombale d'Élisabeth, seul l'essentiel fut inscrit. Élisabeth de Valois, reine d'Espagne. Aucun mot sur son âge, aucune mention de sa courte existence, aucune trace de l'adolescente qui mourut avant d'avoir vécu. Sa tombe était aussi impersonnelle que la vie qui lui avait été imposée. La cour s'empressa d'effacer ses traces. Ses portraits furent remplacés par de nouvelles images, ses appartements nettoyés, ses robes brûlées. On parlait peu d'elle dans les salons comme si elle n'avait jamais existé. Le silence était plus efficace que le discrédit. En disparaissant son nom, disparaissait aussi l'inconfort de se souvenir de la reine qui n'avait pas rempli sa mission. Au bon de
sa mission. L'oubli fut sa seconde mort, aussi cruelle que la première. Cependant, la mémoire résiste à être totalement effacée. Les dames de compagnie, les femmes de chambre, les serviteurs qui cohabitèrent avec Élisabeth laissèrent aucune trace de cachaison. Lettres dissimulées, annotations dans des journaux intimes, récits transmis à voix basse. Dans ces fragments se révélait une autre image, celle d'une jeune fille qui rêvait d'oiseaux libres, qui écrivait des poésies en secret, qui pleurait en silence dans un jardin fermé à clé. Grâce à ses voix mineures, la véritable Élisabeth survécut, même si ce fut en marge de l'histoire. Ce que l'historiographie officielle qualifia de défaillance, une reine qui ne donna pas d'héritier mâle et qui mourut jeune, se convertit, vue avec des yeux humains, en un témoignage dévastateur. Élisabeth n'échoua pas, elle fut sacrifiée. Elle fut victime d'un système politique et religieux qui transforma les femmes en ponts jetables entre royaumes. La grandeur de la monarchie fut construite sur des corps exploités et des silences imposés. Et le sien fut l'un des plus brutaux. Si nous analysons son histoire dans une perspective contemporaine, nous trouvons des résonances inquiétantes. Le contrôle de la fertilité, la surveillance du corps féminin, la réduction de la femme à un instrument de pouvoir ne sont pas des pratiques qui sont si lointaines. Les formes changent, les scénarios changent, mais la logique persiste. Élisabeth de Valois est un miroir et un avertissement. Elle montre comment les structures de pouvoir dévorent l'innocence et justifiant à la violence sous le nom de la tradition. Les chroniqueurs de l'époque préférèrent décrire la pompe des cérémonies, les couleurs des robes, la solennité des prières. Ils mentionnèrent rarement la souffrance de la jeune reine. Cette omission n'est pas fortuite. L'histoire officielle a l'habitude de cacher ce qui dérange. Mais dans la fissure des récits promineurs, dans les lettres qui n'auraient jamais trahi, n'auraient jamais dû survivre, émerge une vérité distincte, celle d'une enfant qui n'a jamais voulu être reine, qui fut dépouillée de son enfance et qui mourut épuisée, murmurant qu'elle était fatiguée. Le véritable héritage d'Élisabeth ne réside pas dans la politique qu'elle ne put influencer, ni dans les enfants qu'elle ne put élever. Son héritage est le rappel brutal de comment la diplomatie peut détruire des vies, de comment le pouvoir se nourrit du silence des vulnérables. Sa vie est un avertissement sur le prix de l'obéissance aveugle, sur la cruauté qui peut se cacher derrière des titres et des couronnes. Des années plus tard, Philippe II se remarierait, répétant le cycle de la recherche d'une épouse adolescente pour garantir une descendance. Pour la machinerie du pouvoir, Élisabeth ne fut qu'une pièce remplaçable, mais pour la mémoire, elle devint un symbole. La princesse qui mourut reine, l'enfant dont le seul crime fut de naître dans la mauvaise famille. Son histoire se termine comme elle a commencé, dans le silence. Mais ce silence n'est pas vide. C'est un écho qui traverse les siècles, un murmure qui dit ce que l'histoire voulut taire. Je suis fatigué. Et dans ce murmure se condense tout le poids d'une vie arrachée trop tôt, une vie qui nous oblige à regarder en face la cruauté que nous déguisons, souvent en grandeur.